Il était une fois le travail des hommes, qui de leurs mains rendait le monde utile et le monde habitable. Tout avait sa place et tout avait sa fonction. Pour la nourriture comme pour le soin des bêtes, pour l'habillement comme pour les outils de chaque jour, pour le travail, pour le loisir ou pour le jeu, le seul moyen de production a été pendant des siècles le travail des mains et l'art de l'homme. L'artisanat est une alliance entre l'homme et son milieu, un équilibre entre la tradition transmise et l'évolution du goût. L'artisanat aujourd'hui, après plus d'un siècle d'âge industriel, c'est une exigence irremplaçable. L'amour de la matière, de l'authenticité des gestes, du savoir-faire qui va jusqu'à son terme. Le dinandier, le fabricant de rasoirs, le maréchal ferrant, le potier d'étain, le ferronnier d'art, le coutelier de l'aïeul ou le fondeur de cloches sont des hommes de l'œuvre utile, qui utilisent mais aussi qui transfigurent le fer. Dans la montagne noire, là où le Sor, affluent du Tarn, bondit dans sa vallée encaissée, la tour de Roquefort domine l'abîme. C'est là que se cachaient, au temps de la guerre de Cent Ans, les grandes compagnies qui pillaient la région. Quand leur repère fut détruit, les routiers ne partirent pas. Ils firent souche à Durfort et créèrent l'industrie du cuivre. Ici, l'eau est partout, dans les torrents de la montagne, dans les gouffres au pied des falaises et dans la rivière Sor. Cette eau a servi longtemps d'énergie gratuite et inépuisable. Elle actionnait autrefois les moulins à drap, puis les martinets qui servaient à battre le cuivre. Ici, à Durfort, le dinandier exerce son art. Le dinandier est l'artisan qui fabrique la vaisselle de cuivre à partir de la tôle découpée. De la plaque de métal à l'aiguière étincelante, Durfort est toujours l'une des capitales de la dinanderie, même si les artisans n'utilisent plus l'eau de la rigole. La pièce ronde, découpée dans la feuille de cuivre, est brillante comme un miroir quand commence le martelage. L'artisan a lui-même fabriqué son maillet dans du buis du pays qui a séché pendant 20 ans. Le geste du dinandier, appelé la rétreinte, donnera au métal la forme voulue, sans que pour cela les coups de maillet n'amincissent le métal. La main droite martèle en cadence, la main gauche tempère, modère, incline le cuivre selon les besoins. Elle guide en fait l'opération. Le geste doit être d'une précision rigoureuse. Si le métal est plié, la pièce doit être abandonnée. La pièce passe à la forge pour la recuite. Le métal, au feu, retrouvera sa structure et sa consistance. Il sera plus docile au martelage et moins cassant. Seules les parties à travailler seront par la suite chauffées au chalumeau. La pièce connaîtra des alternances de martelage, de chauffe, de trempage. Elle passera d'un chevalet à un autre et connaîtra le marteau de fer après les maillets de bois. Dans cette opération, il n'y a pas que transformation de la forme, il y a aussi transmutation de la matière.
Voilà le travail simultané d'un autre dinandier. Ce haut de fontaine va être soudé. On peut fabriquer ainsi des chaudrons ou tout autre ustensile. C'est un autre travail que celui de la rétreinte. On écrase les extrémités pour éviter une surépaisseur après soudure. Puis, le découpage en queue d'aronde permet d'assembler au marteau les deux parties à souder. La brasure est constituée d'un mélange de décapant et de limaille de laiton. L'artisan la dépose sur le cuivre et la répartit avec minutie. Au feu de la forge, elle s'infiltre dans la queue d'aronde et la colmate. La soudure refroidie sera martelée et recuite, et la suture sur le cuivre sera intégrée au décor. La décoration se fait au burin, puis le relief sera donné par martelage sur l'envers. La vaisselle de cuivre était traditionnellement décorée avec sobriété. Quelques éléments de gravure ou des appliques de laiton pour les pièces réservées aux vaisseliers. Mais la poterie utilitaire tire son esthétique de son dépouillement. Les bords coupants et inégaux du chaudron vont être traqués, c'est-à-dire égalisés à l'aide du trusquin. Il reste à rendre la pièce rigide et stable. C'est pour cela qu'une tige de laiton est posée en cercle et que l'on rabat le rebord de cuivre pour la fixer. Égalisée, décorée, rendue stable, la pièce sera bientôt terminée. La fixation des anses et l'ajout du couvercle l'amèneront à la salle d'exposition où elle brillera à nouveau comme un miroir. Je vous présente le fondateur de la société Thierry-Sard, M. Thiers, qui a créé sa propre société en 1884. Vous le voyez au milieu de ses ouvriers en 1912. 27 ans après, M. Thiers avait 35 ouvriers, tous spécialisés dans la production de rasoirs. M. Thiers était un homme très athlétique, travaillant 12 heures par jour. Voici un de ses outils de travail que vous remarquerez creusé par le labeur, d'un poids de 3 livres, pour fabriquer des estampes d'une qualité inégalée. Nous ne pouvons plus forger actuellement de cette façon. Nous faisons l'estampe au marteau pilon, c'est-à-dire que nous avons des crampons, que nous chauffons, nous écrasons, sans étirer, et nous découpons la partie du métal en trop pour obtenir une estampe. Monsieur Fayet est le dernier ouvrier de France à maîtriser tout le processus de fabrication du rasoir. D'abord, les estampes forgées sont ébarbées à la meule. On obtient ainsi des pièces régulières prêtes à être travaillées. La seconde étape est le poinçonnage. La machine imprime en creux la marque de fabrique sur le manche. Puis, c'est le métal lui-même qui subit des transformations par la chaleur. Les estampes sont fixées une à une, comme les dents d'un râteau, sur une barrette pourvue d'un long manche. Elles sont préchauffées dans un four ouvert. Elles sont trempées dans du plomb en fusion pendant 40 secondes. Et ensuite refroidies brusquement dans un bain d'huile. Les estampes sont maintenant en acier trempé.
il existe 3 sortes de rasoirs. Le premier plein, spécial pour la coupe des cheveux. Le deuxième, un demi-évidé, spécial pour la barbe dure. Le troisième, un évidé sonnant, critère de qualité. La jauge suprême, c'est l'œil de l'artisan et la sûreté de son geste. Les estampes légèrement incurvées vont être redressées par martelage. Après que le métal ait été trempé, c'est-à-dire transformé à la chaleur, il faut qu'à froid, il subisse les diverses opérations d'amincissement qui feront véritablement naître un rasoir. Le travail à la meule va connaître 4 étapes. La première passe amincit la surface de la lame entre le dos et le fil. La deuxième passe travaille, elle aussi, le tranchant, mais en profondeur, près du dos. Il s'agit que le meulage arrive jusqu'au point précis où l'on veut aller sans trop amincir le métal, sans trop diminuer la matière. La troisième passe apporte la souplesse. En testant le sonnant du métal, M. Fayet vérifie que la lame n'a pas été détériorée par les différentes meules. La quatrième passe supprimera les marques laissées par les 3 premières meules. En langage technique, on tombe les côtes. Maintenant viennent les entablures, les petits rangs et le polissage du talon. Ce sont des travaux de finition qui se réalisent sans problème. Mais pour les opérations précédentes, les meuleurs ont coutume de dire qu'il faut 15 ans de métier avant de maîtriser la technique. Si le sonnant est un gage de qualité, c'est aussi une satisfaction pour l'oreille de l'artisan. Suite au polissage des tranchants, il y a toute une série de polissages intérieurs, le creux, les facettes. Et avec des aimeries de plus en plus fins, on arrive à un polissage mat ou à un polissage brillant, comme celui-ci. À la suite du polissage, les rasoirs partent à l'essuyage chez les dames à côté. Après les travaux de finition, le marquage de la lame va être mené à bien par l'électrolyse. Puis on réserve, en les vernissant, les surfaces qui ne recevront pas de dorure. Et les pièces seront plongées dans un bain électrolytique de chlorure d'or. La lame a maintenant son brillant et son éclat. Le montage achève le rasoir par le rivetage du manche. En bois, en corne ou en matériaux de synthèse, les manches ont une solidité à toute épreuve et un galbe qui fait contrepoint au galbe de la lame. La dernière phase du rasoir consiste à l'affilage. Après avoir formé le biseau sur des disques et police biseau, je vais maintenant casser le fil pour avoir une coupe impeccable et le passer sur le cuir pour adoucir le tranchant. Et ce rasoir sera prêt à tailler la barbe. Le passage sur le cuir est destiné à adoucir le tranchant. On le positionne dos et tranchant et on décrit un V. Et on conserve ainsi un parfait angle de coupe. Il est bon. Alors vous voyez, pour être un maréchal ferrant, la première des nécessités, c'est d'abord de savoir forger, pour être capable de forger un fer
à la demande du pied, parce que les pieds peuvent varier de beaucoup entre le fer d'un comtois ou d'un percheron et celui d'un Shetland. Il y a beaucoup de différences. Et là, il faut suivre donc toutes les dimensions, les galbes et quelquefois aussi la correction pathologique d'un pied qui n'est pas normal. Bouge pas. Parce que lui, quand il donne un coup de genou, hein, c'est pas... Là, je blanchis la sole pour voir s'il n'y a pas un corps étranger, s'il n'y a pas... Oui, il faut avoir les yeux partout hein, quand on fait un cheval. Là, on écarte un peu les cuisses. Je tombe un peu l'arc-boutin, sans exagérer non plus, pas affaiblir le talon. On blanchit un peu la fourchette. Alors on présente le fer pour se rendre compte d'abord de la dimension en général et puis la courbure des parois du pied, voir s'il faut ajuster le fer. Et comme là, il faut l'ouvrir un tout petit peu. Surtout en dedans, tu vois, il faut que je revienne un peu de là. En dehors, il n'y a peut-être pas grand-chose. Mon arrière-grand-père était déjà maréchal ferrant, et ça remonte, je dis bien, on ne sait pas bien les limites parce qu'on n'a pas pu retrouver les archives jusqu'au fond, mais ça date au moins de 5 ou 6 siècles que du côté de ma mère, on est maréchal ferrant. Alors c'est peut-être un peu par atavisme qu'on est devenu maréchal ferrant, je ne sais pas. Ferrer un cheval, c'est du sur-mesure. Le maréchal ferrant doit choisir la bonne pointure. Mais son savoir-faire, c'est surtout de préparer le fer, et ensuite de l'adapter au sabot. C'est une opération qui demande du métier et des gestes rapides. Le cheval attend. Après avoir pris les marques du sabot, il faut chauffer et marteler le fer sans attendre pour que la bête ne soit pas rétive. Le fer porte sur la muraille du sabot, qui est la partie la plus dure. Le maréchal ferrant, en frappant sur le bord extérieur, réalise un liseré d'argent, c'est-à-dire qu'il arrondit l'arête pour ne pas que le fer s'accroche sur les chemins et se déchausse. On regarde si le plein est bon. L'ajustage doit être précis et plusieurs essayages sont nécessaires. Paradoxalement, si le fer est très chaud, il ne brûlera pas le cheval, car ainsi le maréchal ferrant pourra travailler vite et bien. C'est un essayage trop long qui ferait perdre au cheval sa docilité, car la corne est conductible de chaleur. Ah putain, ça sent bon. Hein. Tape. Je vais sortir juste. Hein. On coupe le bout de clou qui dépasse, qui est le reste, qu'on a relevé. On fait un petit logement pour loger la riveur et en même temps arrêter la cassure de la corne à l'aide du dégorgeoir. Tu peux m'écarter un peu le pied. Kiki! Le maréchal ferrant ajuste le sabot au fer, et le cheval peut essayer ses fers neufs. Le maréchal ferrant reste cet homme rassurant, paysan et artisan à la fois, qui sait parler aux bêtes et qui fait partie des images profondes de la terre. Mais il a aussi, comme les forgerons, partie liée avec le feu sorcier.
Il reprend aujourd'hui du poil de la bête avec le tourisme équestre et il se déplace avec sa forge mobile. Tous les chevaux ne sont pas forcément dociles et l'homme doit savoir dompter la bête avec sa voix comme il sait maîtriser le fer avec son marteau et le feu avec un soufflet. Allez mon petit, bouge pas. Allez, donne-moi ton pied. Donne. Donne, pied, mon pied. Donne. Là, hop, là. Bien sale. Ne bougeons plus. Et voilà. Oh, 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 oh. Oh, oh. Asse. Asse. Ben. Viens mon poupon, viens. Oh, 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 oh. Vas-y, bon. Hop. Là-bas, il en reste toujours un petit bout. On pince. Bah, heureusement que c'est pas un 1000 pattes. C'est sur la planche à dessin que le travail du potier d'étain commence. Ces formes, dessinées à l'échelle exacte, servent à la découpe des gabarits de laiton. Et les gabarits de laiton vont servir à la fabrication des moules. Ainsi sont réalisés un moule extérieur et un moule central ou noyau. Entre les deux, le métal en fusion sera coulé. Les deux parties du moule sont en fonte. L'extérieur est usiné et évidé à la fraiseuse. Le noyau est fabriqué autour, guidé lui aussi à partir des gabarits de laiton. Il faut 2 jours et demi pour la fabrication d'un moule qui pourra ensuite servir longtemps, car l'étain n'abîme pas la fonte. C'est un métal dont le point de fusion n'est pas à très haute température, seulement 232 degrés. Il y a autant de moules que de formes et pour les grandes pièces, plusieurs moules peuvent être nécessaires. On a mis à fondre le lingot d'étain. On a chauffé et préparé le moule en l'enduisant d'une substance qui empêche l'adhérence du métal. Enfin, le moule est fixé avec des serre-joints. Le savoir-faire du fondeur s'exprime dans l'inclinaison du moule, particulière à chaque pièce, et qui garantit une bonne coulée. Il s'exprime par le rythme de remplissage avec l'étain en fusion. Il s'exprime dans le temps du refroidissement, dans le choix pour le moment du démoulage. La pièce, sortie de son moule, porte des barbes d'étain qui correspondent au conduit par où a été coulé le métal en fusion. Ces barbes sont sciées. Alors, sur la pièce brute, vont pouvoir commencer les opérations qui vont donner à l'étain tout son lustre, le tournage et le polissage.
pot d'étain à assembler est constitué ici de 3 parties. Le tournage demande une précision du geste, une maîtrise de l'outil, un sens de la matière à travailler qui s'acquiert par une longue pratique. Le tournage est un moment presque ludique du travail du potier d'étain. À grande vitesse, la pièce évolue, devient étincelante. Les éléments du pot sont soudés à l'étain bien sûr pour une homogénéité de la matière. Puis le pot repasse sur le tour afin que soient effacées les traces de soudure. Vient alors le travail de finition. On frotte l'étain, on martèle un bec, on soude une anse et enfin on donne la patine grâce à une préparation secrète. Les étains ont une longue histoire. Connus dès le XIIIe siècle, ils sont adoptés par la cour lorsque Louis XIV fait fondre son argenterie pour payer les frais des guerres. Prisés par la bourgeoisie au XVIIIe siècle, ils sont popularisés au XIXe et ils redeviennent de nos jours un élément de décor prisé. Les ateliers Maigne ont travaillé pour le général de Gaulle, pour le Sénat et pour les grands de ce monde, autant que pour les amateurs de tout pays. La lueur froide des étains n'a pas fini de rayonner dans la pénombre des beaux meubles. Chez les Granier, on est fondeur depuis 1602. François Granier se souvient de ce qu'écrivit Joseph Bonnet, organiste de Saint-Eustache à Paris, à propos des cloches fondues pour l'abbaye d'Encalca par son père Joseph. Durant mon séjour à l'abbaye d'Encalca, j'ai eu maintes fois l'occasion d'entendre les cloches nouvellement installées par la fonderie Granier. Leur sonorité riche et puissante proclame la gloire de Dieu. Ces cloches sont vraiment dignes de l'abbaye d'Encalca. Joseph Granier me fit, m'efficite, m'a fondu, m'a fabriqué. Mais m'efficite, c'est plus joli. Ouais. Alors là, il n'y a pas la croix, il y a la Vierge. Hein. Sol, 700 kilos. Mais voilà. On a vu les cloches d'Encalca, hein. Elles sont très belles. Et je vais commencer aujourd'hui la fabrication d'une cloche qui va donner la note Fa. Pour ce faire, j'ai commencé par dessiner sur la planche un premier trait figurant l'intérieur de la cloche, ce qu'on appelle le noyau. Au-delà de ce premier trait, un deuxième trait qui, lui, figure l'extérieur de la cloche. Ce gabarit étant terminé, j'ai fixé cette planche ici sur l'axe par l'intermédiaire de ces deux plaques en respectant très régulièrement le diamètre et du cerveau et de la base de la cloche. Je vous rappelle en effet qu'ici, nous avons le cerveau, ici la pince et ici la base de la cloche, qu'on appelle aussi le point de frappe. La planche étant fixée sur son axe, je vais enfoncer le pieu ici dans la terre à l'aide d'une masse pour qu'il résiste. Aux vibrations que lui infligeront la planche en tournant. Je fixe la virole ici, sur le sommet du pieu. C'est elle qui va recevoir le bout d'arbre
du drapeau. La planche, avec son axe, est mise en place sur le pieu. Elle va décrire exactement la forme de la cloche. Nous supposons que les briques sont bâties jusqu'en haut, tout autour. Alors, avec la main, nous prenons de l'argile et nous enduisons toutes les briques, tout en faisant tourner la planche. Nous obtenons comme ceci une finition parfaite du noyau. Alors, le noyau étant terminé, nous enlevons ici la partie qui représentait la fausse cloche. Cette partie étant enlevée, nous retombons donc sur le gabarit qui représente l'extérieur de la cloche. Alors je représente ici en très plein cette fausse cloche. On l'appelle la fausse cloche parce que elle est une représentation de la cloche telle qu'elle sera, mais au lieu d'être en bronze, elle est en argile. Sur cette fausse cloche, nous allons mettre toutes les inscriptions que le client nous a demandées. Auparavant, le texte de ces inscriptions a été préparé avec de la cire que nous avons coulée dans des gabarits. Alors nous avons plusieurs sortes d'alphabets en étain. Et une fois la cire coulée, on découpe la lettre, voilà un alphabet, voilà un qui est plus grand ici. On découpe la lettre en cire et on l'applique sur la fausse cloche, de telle façon qu'on constitue le mot désiré. Puis après, alors, on décore la cloche, vous voyez. Par exemple ici, un Christ qui vient d'Allemagne, du XVIe siècle, un Christ roi. Alors à ce moment-là, nous attaquons la troisième partie qu'on appelle vulgairement le manteau, mais en réalité, son nom exact, c'est la chape. La chape est une partie en argile, volumineuse, qui recouvre tout l'ensemble, noyau plus fausse cloche. Et la chape vient reposer sur l'escalier de fermeture du moule. Le manteau étant soulevé, nous retombons donc sur la fausse cloche. Alors nous détruisons la fausse cloche et le manteau est redescendu exactement à l'emplacement qu'il occupait auparavant. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste du vide qu'il faut remplir. Alors pour remplir ce vide, nous prenons tout l'ensemble du moule, noyau et chape, et nous le descendons dans une fosse qui est à côté du four. Le moule ne serait pas suffisamment solide pour maintenir le métal qui va pénétrer à l'intérieur. Alors, on met tout autour de la terre, c'est de la terre ordinaire, qu'on serre avec des presses, des dames, pendant 2 jours. Ce serrage est très important parce qu'il permet à la chape de résister à la puissance du métal. Et quand l'ouvrier qui chauffait venait m'avertir, c'est chaud. Alors à ce moment-là, je disais à tout le monde, taisez-vous. Et l'ouvrier qui était là me regardait, et quand je disais feu, le premier coup de marteau était donné sur la barre. Et alors là, un grand jet.
Le ferronnier est un homme du fer et un homme du feu. Selon les traditions, il est lié aux forces élémentaires, aux énergies du magma, comme Vulcain dans les volcans de Sicile, forgeant les armes des héros. Ici, toutes ces barres ne vont pas servir à forger des armes, mais à créer toutes les arabesques des portails ou des meubles de métal. Ce qui sortira des mains du ferronnier aura la durée, la solidité et une sorte d'éternité. Cela deviendra indestructible, du moins à l'échelle humaine. Jacques Roumanie fabrique lui-même les outils qui vont lui permettre, à partir des barres de fer droites et pleines, d'obtenir tous les galbes et toutes les volutes. Nous avons une griffe qui me sert à amener mon fer sur mes gabarits, qui est ici. Nous avons une tranche qui sert à couper le fer à chaud. Nous avons des petits outils qu'on fabrique, qui servent à faire des petits travaux minutieux à la forge. Nous avons des chasses à parer qui nous servent à aplanir le fer une fois chaud, et quelques pinces qui nous servent à sortir le fer chaud du feu pour ne pas se brûler. La barre de fer est chauffée jusqu'à l'obtention d'un blanc incandescent. Aussitôt sortie de la forge et posée sur l'enclume, elle est entaillée à chaud. Puis elle sera battue longuement et travaillée au marteau. Le métal doit être malléable, mais il faut éviter de le chauffer trop longtemps, sinon il atteindrait son point de fusion. Les gestes du ferronnier apparaissent précis et rapides. Le proverbe dit bien, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Les écailles de fer oxydées par l'air et le feu se détachent de la barre rougie. L'artisan entame l'extrémité d'une volute au marteau. Puis la volute dans son ensemble est réalisée par l'alternance du martelage et du travail au gabarit qui galbe le fer. La barre, rendue malléable, est arrondie dans une forme à la force du bras. Mais en se refroidissant, elle perd de sa souplesse et il faut périodiquement la remettre à la forge. Le métal, rigide au départ, est en train de prendre des formes aériennes, organiques, végétales. Ces engrenages et ces presses démultiplient la force des bras jusqu'à pouvoir tordre les tiges de métal les plus rigides. Car le ferronnier peut aussi travailler à froid. Pour les grandes pièces en forme d'arc, Jacques Roumanie utilise cette machine à roues dentées du début du siècle. Plusieurs passages avec un réglage différent de la presse sont nécessaires pour obtenir la courbure souhaitée. Le fer permet de tordre le fer en utilisant la force de l'homme comme énergie motrice. La mise en place des pièces avant soudure montre le degré millimétrique de précision qu'atteint le travail du ferronnier. L'artisan doit tenir compte de l'étirement des pièces dû au martelage. Il doit prévoir des longueurs que la moindre variation de courbure remettrait en cause. Forger est un travail de force, une intuition de la matière, mais aussi un art de la précision. Dans le flamboiement bleuté de l'arc électrique, le ferronnier reprend son aura de légende. La soudure est certainement la phase du travail qui a le plus évolué.
Autrefois réalisé à la forge ou par rivetage, l'assemblage se fait aujourd'hui à l'électricité. L'artisan arrive au bout de sa création. Ces meubles de fer d'inspiration provençale qui font rêver aux maisons de campagne du Grand Sud. L'Aïole, c'est ainsi que prononcent les gens du pays, est une petite ville au pied de l'Aubrac dans les hautes terres occitanes. C'est de là que vient l'un des plus beaux couteaux traditionnels. Bonjour. E che vuole su per la pastissier? Io non puoi buono anche. Pulita? Ah, pulita qui. E voudrais que me fasse un coutel, c'est pouillai. Eh bien, on va voir. Je vais vous montrer. Voilà. Alors, pour commencer, voilà 2 modèles de couteau de l'Aïole. On se retrouve ici avec une pièce pleine manche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mitre, donc il n'y a pas les renforts en laiton. Et pour continuer, on se retrouve avec un 2 pièces, c'est-à-dire la lame et le tire-bouchon, mais lui avec 2 mitres, qui sont les renforts en laiton. Et on se retrouve ici avec 3 pièces, la lame, le tire-bouchon et le poinçon. C'est l'Aïole le plus complet, il n'y a pas de modèle plus sophistiqué. Alors pour terminer, je vais vous montrer le plus beau modèle de la gamme, ce plein manche avec un ciselage entièrement réalisé à la main par Dominique, notre chef coutelier. Ici, sur le dessus, vous trouvez l'abeille ciselée à la main, le ressort également très travaillé, le tire-bouchon toujours ciselé main. Bon, mais alors vous me ferez ce modèle-là, un 3 pièces, plein manche, avec alors les mêmes ciselures, si vous voulez. Oui. Alors avec cette corne, vous coupez, vous me faites réellement. Dans la pointe de la corne. Dans la pointe de la corne. Voilà. C'est très, très belle. Pour créer un laïol plein manche, on va successivement monter les platines en laiton qui sont fixées sous le manche de corne et lui servent de support, la fausse pièce en laiton qui sert à arrêter la lame lorsque le couteau est fermé, le ressort qui porte l'abeille traditionnelle et les décorations ciselées obtenues par guillochage, le tire-bouchon, le poinçon, la lame et enfin la corne du manche qui est travaillée à la main. La qualité du couteau vient de la qualité des matériaux et de la précision du travail. Ces pièces, montées à la main, font la solidité du couteau, mais aussi sa forme reconnaissable, son identité.
La croix du berger, décoration traditionnelle, est fixée. Le layol est monté, le manche de corne et les pièces de métal rivetées. La phase finale du polissage utilise alors la meule, l'émery, la brosse et enfin le cuir. Le layol est un défi au temps comme aux formes éphémères de la mode. Il y a 200 ans, l'Aubrac ne nourrissait pas tous ses fils. Des paysans émigrés en Navarre ramenèrent des couteaux des Pyrénées et s'en inspirèrent pour créer des ateliers. Le layol était né. Le modèle fut déposé peu après 1800. Depuis, les couteaux de layol se transmettent de génération en génération, comme ce couteau de famille vieux de 100 ans. Voilà, je dois réparer l'axe de ce vieux couteau et le relustrer. Une pièce de collection exceptionnelle, ce couteau layol plein manche, à bulle, avec tire-bouchon, dont le ressort forgé à la main, entièrement ciselé à la main également, l'abeille partie intégrante du ressort, la lame toujours ciselée à la main, forgée qui plus est, avec en bout de lame l'onglet qui permet d'ouvrir le couteau. Le layol à décor papillon était par excellence le couteau layol très apprécié par les dames. Voilà, la réparation est terminée. Le couteau est comme neuf. Vous trouvez présentée dans cette vitrine la collection Navarro. Navarro est reconnaissable à la tête de chien gravée sur la lame. Navarro, c'est une fabrication de très haut de gamme, puisque Navarro a été élu meilleur coutelier de France avec la réalisation que vous voyez ici présentée. Pour le layol de demain, les artisans font appel à des matières modernes et à des formes contemporaines. Mais la créativité des couteliers s'exprime encore largement dans les formes traditionnelles.